Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La mobilisation du 19 janvier contre la réforme des retraites, un projet porté par le gouvernement, a mobilisé des centaines de milliers de personnes dans toute la France et les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation fin janvier. Mais au-delà des manifestations centrées sur la réforme et ses conséquences, n'est-ce pas plus largement la place du travail que les Français remettent aujourd'hui en question, en tout cas un certain nombre d'entre eux? Ces mobilisations ne racontent-elles pas un nouveau rapport au travail? Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de deux sociologues. Marianne Dujarrier, vous êtes en duplex, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour Guillaume Bernard. Vous avez notamment publié Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée aux presses universitaires de France. Et puis, dans ce studio, je suis en compagnie de Philippe Diribarne. Bonjour. On vous doit notamment le grand déclassement. Pourquoi les Français n'aiment pas leur travail? C'est chez Albin Michel. Philippe Diribarne, on va partir du début, c'est-à-dire cette réforme des retraites, les critiques qu'elle essuie. Pourquoi y a-t-il un lien entre ces critiques et le rapport particulier que les Français entretiennent avec le travail? Tout à fait. Alors, effectivement, j'ai été frappé un peu avant dans votre émission, disons, par les réactions allemandes, disant qu'on a du mal à comprendre, disons, ces Français. Alors, je crois que pour comprendre ce rapport des Français, effectivement, aux retraites, il faut comprendre leur rapport au travail. Et le fait qu'en France, ça n'a jamais été facile et la France n'est pas arrivée vraiment à réconcilier la situation du travailleur dépendant d'un patron, d'un client, de ses collègues, etc., avec la vision française de ce que c'est qu'un homme digne de ce nom, un homme vraiment libre, quelqu'un, au fond, qui ne dépend de personne, je dirais, pour prendre une formule qui peut paraître excessive, mais je crois qu'il révèle beaucoup de choses, je dirais qu'il n'est au service que de sa propre gloire. Alors que le travailleur allemand est vraiment se conçoit comme étant au service de la communauté. Enfin, il y a eu toute une évolution, on pourrait remonter loin dans l'histoire de l'Allemagne, à Luther, etc. Enfin, qui explique que pour un Allemand, être dans une tâche utile au service de la communauté, c'est bien. Alors que pour le Français, il faut vraiment des conditions tout à fait exceptionnelles dans son travail, disons, d'autonomie, de participation à quelque chose de glorieux pour qu'il se sente heureux. Alors, la retraite, c'est quelque chose de formidable. Pourquoi ? Parce que dans la retraite, premièrement, vous ne dépendez plus ni d'un patron, ni d'un client. Et donc, c'est une situation absolument honorable, je dirais comme celle du loup dans la fable de La Fontaine, mais d'un loup qui néanmoins a une rente, et donc qui peut vivre confortablement plutôt, puisque semble-t-il, actuellement, les gens qui ont des retraites sont plutôt à un niveau de vie supérieur à celui de ceux qui travaillent. Et que deuxièmement, ça permet de s'engager, comme le font beaucoup de Français à la retraite, dans des activités caritatives, des responsabilités d'ONG, etc. Alors là, qui sont des activités parfaitement honorables, parce qu'elles ne vous rapportent rien, mais justement, le fait qu'elles ne vous rapportent rien fait qu'on n'est pas au service de personne. Enfin voilà, on rend service, mais on n'est pas au service. Alors il y a une deuxième question, qui est, au fond, la difficulté pour les Français, au fond, d'assurer la transition entre le moment du plein épanouissement, de la pleine activité dans la force de l'âge, et puis la situation, on est, beaucoup se plaignent du reste, hein, j'ai plus la force, etc. Alors, dans bien des pays, il paraît normal que quelqu'un de cette situation voit à la fois son revenu baisser dans des activités moins intenses. En France, c'est vu comme un déclassement et pas acceptable. Même question au sujet donc de ce rapport au travail, Marianne Dujarrier. Qu'y a-t-il de spécifique en France pour que le travail soit perçu, en tout cas par beaucoup de personnes, comme étant une activité devant être cantonnée, devant d'ailleurs être relativisée par rapport aux autres valeurs de l'existence? Bien, alors les différences entre pays sont quand même très difficiles à apprécier. C'est vrai que nous disposons de pas mal d'enquêtes, essentiellement déclaratives et quantitatives, sur
le rapport au travail, la valeur travail, le sens du travail, qui pose pas mal de difficultés méthodologiques. C'est difficile de quantifier le sens. Le déclaratif n'est pas toujours fiable. Tout dépend aussi de la traduction qu'on fait du mot travail dans les autres langues. Est-ce qu'on parle d'activité? Est-ce qu'on parle d'emploi? Voilà. Ce que toutes les enquêtes montrent, au-delà de la question des nations, c'est le plus souvent que les femmes et les hommes ont un rapport ambivalent à leur emploi. Parce qu'en fait, les enquêtes portent surtout sur l'emploi. Rapport ambivalent du type j'aime bien ce que je fais, mais je suis mal payé, ou j'ai des bonnes conditions d'emploi, mais mes collègues sont pénibles. Voilà. Ce oui mais, qui est quand même le grand résultat qui ressort de ces enquêtes. Pour ma part, en tant que sociologue, ce que je trouve intéressant, plus que de comparer des pays, c'est de comparer des situations concrètes du rapport au travail. Parce qu'il est assez facile à comprendre que la situation d'une couturière qui travaille au Bangladesh pour faire des vêtements de marque célèbre n'est pas exactement la même situation que celle d'un consultant international ou d'une infirmière dans un EHPAD. Donc ces situations, en fait, sont déterminantes du rapport au travail, me semble-t-il, bien plus que de savoir si on est français, allemand, justement, ou bengali. Voilà ce qu'on peut dire sur le rapport à la retraite. En effet, on sait aussi que si l'âge est un cumul d'expériences qui peut être très riche, il est aussi souvent un cumul de mots et de désordres somatiques, essentiellement, surtout évidemment sur les métiers pénibles, et que aussi, donc, selon les activités, les situations concrètes dont nous parlons, la retraite est plus ou moins indispensable, plus ou moins désirable, plus ou moins désiré. Donc on est obligé de rentrer un peu dans le grain fin des situations dites de travail, c'est-à-dire le plus souvent d'emploi. Parce que rappelons que le travail ne se limite pas à l'emploi. C'est-à-dire, expliquez-nous la distinction que vous faites. Alors en fait, c'est pas moi qui l'a fait, mais nous avons des usages sociaux du mot travail qui ont varié dans l'histoire et qui continuent d'être différents selon qui parle dans la société. Nos institutions internationales, nationales et les usages qu'en font l'État. Pour l'État, le travail, c'est essentiellement l'emploi. Ce qu'on appelle le code du travail, les politiques du travail, les statistiques du travail se réfèrent essentiellement à l'emploi. De la même manière que les employeurs, quand ils parlent de travail, ce qui est assez rare, parlent essentiellement d'emploi. En revanche, pour les consommateurs, le travail est quelque chose de plus vague, peut-être qui veut maintenir plus vague, plus lointain. Et pour celles et ceux qui œuvrent, qui produisent, le travail a un tout autre sens, puisqu'il peut être en effet l'emploi, avec toutes les conditions liées à ce terme, c'est-à-dire non seulement la rémunération, mais aussi les droits, l'accès à un système de solidarité, mais c'est aussi dans ce que nous appelons travail, dans le sens ordinaire, la possibilité d'avoir une activité qui soit sensée. Qui fassent sens, c'est-à-dire qui produisent des choses que l'on juge utiles, belles ou simplement pertinentes, dans des conditions qui permettent de développer son intelligence, ses pratiques, et tout ça dans des relations sociales de belle qualité. Donc on voit bien que ce soit le... Pardon. Non, je vous en prie, terminez. Je voulais faire réagir ensuite on voit bien Philippe. Que le mot travail n'a pas le même sens selon qui parle. Et je finis juste là-dessus. En réalité, le savoir qui travaille à quel moment est un objet de conflit, un objet de débat. En fait, en réalité, est tout politique. Est-ce que des tâches domestiques sont du travail? Est-ce qu'un animal qui produit des choses utiles est du travail? Voilà. Est-ce que vous et moi, lorsque nous laissons des traces numériques sur Internet qui enrichissent une firme états-unienne, nous travaillons? Tout cela est l'objet de décisions qui sont collectives et qui sont profondément politiques. Donc il n'y a pas d'évidence à dire à quel moment nous travaillons ou pas. Philippe Diribarne, le fait évidemment fréquent en France où l'on entend dire que le travail n'a pas de sens, que ce travail ne fait pas sens. Pourquoi la signification du travail qui généralement peut être donnée via l'inclusion économique, via le rôle social, pourquoi en France cela est-il particulièrement problématique ? Cette question du sens, c'est justement une question qui est éminemment dépendante du contexte culturel dans lequel on se trouve.
S'il y a un point sur lequel vraiment les différences entre pays, je rejoins ce qui était dit de l'Allemagne, disons tout à l'heure, est quelque chose disons, de décisif. Alors au fond, pour un Français, et là, je crois réellement que l'on regarde des gens qui sont tout à fait en haut de l'échelle, des ingénieurs haut de gamme, etc., ou qu'on considère, je sais pas, un contrôleur de la SNCF, enfin, vraiment à tous les niveaux de la société. C'est pas du tout propre à un certain niveau de la société. Au fond, fait quelque chose qui ait du sens. Il me semble il y a 2 conditions qui doivent être réunies. La première, c'est qu'on puisse parler d'une œuvre, ou à la limite d'un chef-d'œuvre. Si vous voulez. Enfin, les compagnons du Devoir Tour de France faisaient un chef-d'œuvre. Un professeur d'université, autrefois, la thèse d'État, c'était un chef-d'œuvre. Alors, un chef-d'œuvre, ça peut être de faire un plat remarquable, de faire un bouquet remarquable, comme de construire une fusée remarquable, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est pas simplement avoir une tâche, mais créer quelque chose. Et deuxièmement, pour que le travail ait du sens, il faut être traité avec le respect que mérite quelqu'un qui maîtrise son métier et donc qui est capable, dans la maîtrise de son métier, de s'adapter à la subtilité des situations, qui n'est pas un exécutant, qui est un terme vraiment en français péjoratif, disons très fort, qui va simplement appliquer des procédures qui vont lui être dictées par des services compétents ou des supérieurs, etc. Alors qu'un Américain, par exemple, sera beaucoup plus à son aise dans le fait de dire « j'ai des procédures » et du reste, du coup, puisque j'ai des procédures, je sais sur quoi je vais être jugé, je ne suis pas dans l'arbitraire, et donc pour lui, si vous voulez, le critère, c'est est-ce qu'on est dans l'arbitraire ou est-ce qu'on est au contraire dans un pouvoir bien cerné. Alors au contraire, donc pour le Français, autour de cette question de l'œuvre et de la liberté de créer, là le sens est lié à ça. Alors justement, l'évolution, si vous voulez, de la situation française, pour une bonne part, et du rapport au travail, est liée au fait qu'avec l'évolution à la fois du monde extérieur et des entreprises, cette possibilité de créer librement et de participer à la création d'une œuvre est quelque chose qui s'est beaucoup détérioré au cours des dernières décennies. Et l'on voit là aussi, Marianne Dujarrier, qu'il y a une manière de considérer que le travail a un sens ou pas. Alors, il y a une dimension qui est peut-être culturelle. Il y a une autre dimension en fonction donc de la position dans l'appareil de production, dans les différentes classes sociales ou les stratifications sociales. Est-ce que ça change beaucoup? Puisqu'on voit que dans les enquêtes d'opinion, le rapport, par exemple, à cette réforme des retraites est très différencié en fonction des emplois et des positions sociales. Oui, en effet, je pense que ces places sont très importantes à considérer. Et on pourrait rajouter une troisième dimension, ce que nous, cliniciens, appelons les histoires de vie, c'est-à-dire que le sens qu'a un emploi est aussi très dépendant de nos histoires de vie, c'est-à-dire de nos héritages, à la fois sociaux, mais aussi de nos héritages culturels. Alors là, on retrouve peut-être la dimension nationale, mais culturelle au sens très large aussi, les histoires de métiers, de lieux, d'organisation, de territoires. Et nos histoires de vie créent des attentes à la fois en termes de production, ce qu'on a envie de produire, ce qui nous semble utile, chose éminemment débattue, il n'y a aucune utilité qui soit évidente pour tous les acteurs, mais voilà, des choses jugées utiles ou belles ou intéressantes, mais aussi des attentes en termes de distinction, répétition ou tout simplement de reconnaissance. Mais on a nécessairement, quelle que soit, je dirais, cette histoire de vie, cette attente dans l'emploi comme hors lui, de pouvoir agir en produisant une activité aussi favorable à la santé. C'est un élément extrêmement important qui est lié à la question du sens dans des conditions sociales qui offrent des droits suffisants pour aussi assurer cette santé face aux aléas et risques de l'existence. Donc voilà, il y a aussi une dimension, je dirais, personnelle, mais qu'il
faut envisager de manière biographique, de manière historique, pour comprendre le rapport que nous avons presque individuellement à la question de l'emploi. Alors par exemple, j'ai sous les yeux une interview que donne Christophe Guilluy, le géographe au journal Le Figaro aujourd'hui, et il dit par exemple, le problème du temps libre, on peut y inclure la retraite, où les congés n'est pas d'en avoir, mais de pouvoir en profiter. Rappelons que près de la moitié des Français ne partent jamais en vacances et que les RTT ont surtout été une bénédiction pour les classes supérieures. Marianne Dujarier, un commentaire. Oui, en effet, il y a des classes sociales, c'est important de le rappeler. Oui, et effectivement, je pense qu'il faut vraiment être très, très attentif à ces distinctions dans, encore une fois, les rapports de subordination. Rappelons que l'emploi, c'est quand même un rapport de subordination. C'est un temps qui est subordonné à ce que l'employeur ordonne de produire et la manière de le produire. Alors effectivement, avec des méthodes de management plus ou moins souples, plus ou moins pertinentes, plus ou moins sensées, elles aussi. Peut-être qu'on y reviendra sur la question de la manière dont le management contemporain, notamment dans les services publics, vient dégrader profondément les possibilités de construire du sens. Parce que rappelons peut-être une chose qui est importante, c'est que le sens, ça n'est pas justement une chose que l'on pourrait donner, partager, reprendre, perdre. On entend beaucoup l'expression « on a perdu le sens du travail ». Moi, personnellement, je ne suis pas très convaincue que le travail ait eu davantage de sens dans des sociétés agricoles ou hyper taylorisées, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, le sens, c'est plutôt quelque chose que l'on construit dans l'action. Donc, ce qui compte, c'est les conditions sociales qui permettent de construire ce sens. Philippe Diribarne. Oui, c'est effectivement, disons, les deux conditions que j'évoquais, à la fois le sentiment de créer quelque chose et le sentiment de pouvoir le faire librement, bien sûr, sont remplis de manière extrêmement diverse selon les situations sociales. Si vous prenez par exemple dans l'université, le nombre de professeurs émérites ou de directeurs de recherche émérites qui en fait continuent tout à fait à travailler à des âges parfois extrêmement avancés. Je crois que Edgar Morin, à plus de 100 ans, vient de publier encore. Mais le fait dans des situations où justement on n'est pas dépendant ni d'un patron ni d'un client, on peut travailler de manière conformément à la manière dont on voit sa propre activité. Et donc, finalement, plus une activité est contrainte et à la fois est dépourvue de perspectives créatives et enfermée dans une série de règles, de procédures, etc., plus effectivement le désir est de se dire maintenant arrêtons. Bon, on va se retrouver dans quelques minutes. Vous allez continuer à travailler tous les deux. Marianne Dujarier, vous publiez Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée, c'est aux presses universitaires de France. Philippe Diribarne, le grand déclassement, pourquoi les Français n'aiment pas leur travail, chez Albin Michel. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nos deux invités, autrement dit, deux sociologues, Philippe Diribarne, le grand déclassement, pourquoi les Français n'aiment plus leur travail, chez Albin Michel, Marianne Dujarier, Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée, c'est aux presses universitaires de France. Et pour ajouter une pièce supplémentaire à ce dossier sur la réforme des retraites avec un autre sondage sur le travail qui est proposé aujourd'hui dans le journal L'Opinion et qui est un sondage très intéressant qui notamment nous dit deux choses. Tout d'abord, la fierté d'appartenance à une entreprise diminue, et là aussi on est dans le contexte de cette désinstitutionnalisation, et puis le rapport au temps et à l'argent s'est inversé, et ce dans un laps de temps finalement assez court, puisque le sondage a été fait entre 2008 et 2022, et on voit que aujourd'hui les Français préfèrent gagner moins d'argent pour avoir plus de temps libre, 61%, alors qu'ils étaient 38% à considérer qu'il valait mieux avoir peu d'argent mais beaucoup de temps libre plutôt que l'inverse. Marianne Dujarier, j'aimerais que vous nous commentiez cela, ce rapport au temps et à l'argent qui s'est inversé selon le sondage qui a été réalisé aujourd'hui par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. Oui, alors les sondages, il faut toujours s'en méfier un petit peu, mais ce qui est certain, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes
confrontés sur la question de l'emploi à deux faits sociaux majeurs qui viennent peut-être rendre justement l'activité dans l'emploi dégoûtante ou repoussante. Le premier fait, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène ou capitalocène. On peut lui trouver plusieurs noms. En tout cas, le fait que dans nos modes de production contemporains, d'une certaine manière, plus nous travaillons, plus nous polluons, plus nous réduisons nos chances de subsistance collective. Alors effectivement, pas mal d'employés, et pas que les jeunes, se disent à quoi bon se former, si c'est pour produire des choses nocives, moches, écocides, qui enrichissent ceux qui sont déjà démesurément riches. Et tout ça dans des conditions d'emploi de plus en plus précaires qui ne permettent pas toujours de vivre bien. Donc là, la question de l'anthropocène et la critique qui peut être faite de la précarisation de l'emploi et de la dégradation des conditions de travail, et y compris de protection sociale, comme on voit avec les retraites, vient faire douter de l'intérêt de s'engager pleinement dans l'emploi. Et puis un deuxième facteur, c'est les modes de management contemporains. Évidemment, dans les entreprises privées capitalistes, on pourrait dire l'impatience et la gloutonnerie des actionnaires fait que ce qui compte, c'est uniquement ce qui compte. Et cette logique financière abstraite qui fait que les employés ne sont que des ressources, qui sont amenés en fait à faire des choses pour autre chose. On ne produit pas, je sais pas, de la nourriture pour produire de la nourriture, mais pour améliorer un score financier. Tout ça fait douter effectivement de l'intérêt de s'engager et de consacrer beaucoup de temps, pour répondre à votre question, de sa vie à ces projets dont on se met à douter à la fois de la finalité et de l'intérêt du point de vue de l'activité. Mais alors, Marianne Dujarrier, avant d'aller plus en avant, effectivement, dans la complexité de ce rapport au travail, puisque on l'a vu il y a quelques minutes, notamment avec vous, il y a aussi une question sociale qui se pose. Le rapport au travail n'est probablement pas le même dans toutes les classes sociales ou en fonction de la stratification sociale, si on n'a pas envie de parler de classe sociale, par exemple. Mais, par exemple, la question de la sobriété, c'est un thème qui monte. Ce thème de la sobriété, il n'est pas là aussi réparti de manière uniforme au sein de la population, mais il y a une partie des individus qui aujourd'hui considèrent qu'il vaut mieux avoir une existence sobre et donc vertueuse par rapport à ce que vous évoquiez, par rapport à l'écologie, plutôt qu'une existence productiviste ou productive qui aurait un certain nombre d'effets secondaires graves ou condamnables, par exemple sur le plan écologique. Oui, puis il y a aussi, absolument, et il y a aussi la question de la production, c'est-à-dire celles et ceux qui peuvent échapper à l'emploi et qui ont des compétences pour produire par eux-mêmes, par elles-mêmes, peut-être pas toute leur subsistance, mais enfin être dans l'autoproduction, peuvent choisir en effet de s'échapper du contrat de subordination pour de travailler au sens de l'activité productive hors des institutions dites du travail, c'est-à-dire de l'emploi formel. Donc ça pose aussi la question de savoir dans quelle mesure on peut échapper ou pas à la norme de l'emploi et y échapper, que ce soit dans une visée de décroissance ou simplement d'autoproduction, suppose pas mal de capitaux, pas mal déjà de compétences évidemment, et éventuellement même des capitaux financiers pour acheter le bout de terre, l'imprimante 3D, etc. Philippe Diribarne, qu'en pensez-vous? Le fait qu'il y ait une inversion du rapport au travail, d'ailleurs le bandeau de votre livre le dit, pourquoi les Français n'aiment plus leur travail, et non, n'aiment pas leur travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il y a eu là aussi un basculement, donc la culture d'un pays par rapport au travail n'expliquerait pas tout, ça signifie qu'il y a eu une date, une rupture. Quelle date d'ailleurs? Je crois que c'est quelque chose de progressif. Vous évoquiez également la question de l'évolution de la fierté. C'est quelque chose de très très important en France. On a besoin d'être fier, d'appartenir, de faire son métier, d'appartenir à son entreprise. Et la dégradation de la fierté est quelque chose de très grave, disons, dans notre contexte. Et c'est quelque chose qui est progressif, qui s'est fait pour toute une série de raisons, et en particulier, je pense, un aspect important a été le fait que, pendant longtemps, si vous voulez, les outils pratiques de contrôle de l'activité du travailleur de base par les superstructures étaient en fait limités.
Finalement, l'individu en prenait et en laissait sur les instructions qu'il avait de manière très large. Et il y avait une espèce de compromis tacite dans lequel il y avait de grandes affirmations de contrôle et une pratique d'un contrôle assez modeste. Alors, l'évolution, disons, des systèmes informatiques a permis de suivre de manière beaucoup plus étroite à chaque instant les activités de chacun et on est rentré dans un système de contrôle et donc de contraintes de manière beaucoup plus sérieuse, disons, que ce ne l'était auparavant. Et ça, disons, c'était quelque chose de continu depuis longtemps. Puis il y a quelque chose de plus récent. C'est que l'idée, pour ceux des auditeurs qui ont connu mai 68, ne pas perdre sa vie à la gagner, la dénonciation du métro boulot dodo, c'était quelque chose qui ont déjà été très important, disons, à cette époque. Mais qui n'a guère été suivi des faits, parce que, l'idéologie n'a pas suffi à vraiment transformer les pratiques. Alors, cette période, si vous voulez, du Covid, donc, dans laquelle beaucoup de gens se sont retrouvés, finalement, beaucoup plus chez eux qu'ils n'étaient auparavant. On travaillait en télétravail, moins, etc. Au fond, je pense, a fait éprouver éprouver au sens positif, cette transformation que l'idéologie célébrait, au fond, après tout, ça pouvait être réalisé en pratique et que, finalement, pouvoir être disponible pour aller chercher ses enfants à la sortie de la crèche, etc., c'était quelque chose, après tout, de bien sympathique et qu'au fond, si vous voulez, la fierté d'agir, c'est aussi reporter du coup, pour une bonne part, sur la fierté de ce qu'on fait dans sa vie privée et pas de ce qu'on fait dans son entreprise. Mais alors, là aussi, parce que c'est tout de même une question qui se pose différemment en fonction des classes sociales. Si je reprends l'interview de Christophe Guilluy, le géographe, celui qu'il donne aujourd'hui dans Le Figaro, il dit que l'idée de penser que le travail est une valeur dépassée pour les classes populaires, que celle-ci n'aspirerait qu'au loisir, eh bien ces représentations, je cite Guilluy, sont typiquement celles d'une catégorie sociale totalement déconnectée qui plaque sa réalité sur celle de la majorité ordinaire. Ce que dit en substance Christophe Guilluy, Philippe Diribarne, c'est que l'idée de se détacher du travail comme valeur, l'idée de vivre dans la sobriété, tout cela est une aspiration plus aisée pour les classes aisées qu'elle l'est pour ceux qui doivent avoir une activité productive dans un travail qui est parfois posté, répétitif ou ubérisé, puisque c'est aujourd'hui la nouvelle condition pour une partie des travailleurs les plus modestes. Oui, c'est-à-dire que cette espèce d'aspiration, etc., est centrée, disons, sur ce qu'on a appelé les bobos, bourgeois bohèmes, etc., une certaine catégorie, disons, sociale, etc., et qui, pas seulement en France, est contestée. On a dit tout à l'heure sur la Nouvelle-Zélande, enfin, au fond, l'ancienne première ministre était un peu représentative de ces valeurs, on voit, est remplacée par quelqu'un qui retourne plus à la question vraiment des travailleurs, du travail, de la situation des travailleurs. On a le mouvement du reste au Danemark, enfin, dans lequel la gauche danoise revient sur la question des politiques sociales, des travailleurs, etc. Alors, dans le monde du travail, ouvrier, il reste quand même énormément de gens qui sont des vrais professionnels, qui ont un métier, qui sont fiers de leur métier et qui entendent bien exercer leur métier et qui, dans la mesure où on leur permet d'exercer leur métier sans entraver la façon dont ils exercent leur métier, restent tout à fait fiers, disons, de cela. Et alors, on a ça, si vous voulez, au fond, plus les gens, plus les Français sont dans une vraie activité, qui peuvent être fiers de ce qu'ils font, peuvent produire quelque chose qui a une certaine grandeur, plus ils restent attachés à leur travail. Et ceci représente, heureusement,
apparemment, d'après les enquêtes, enfin avec les limites qu'elles ont, quand même pas loin de la moitié de la population. Alors c'est l'autre moitié qui est soit dans une position de détachement, un peu, je dirais, un peu cynique, soit carrément en colère. Et si l'on continue justement dans ce contexte-là, Marianne Dujarrier, le fait que le travail se soit transformé, qu'il y ait eu de nouveaux indicateurs, une nouvelle pression plus forte exercée sur certains salariés, bien entendu, tout cela dégrade le rapport au travail. Oui, à l'emploi en tout cas, parce que ça peut donner envie effectivement d'aller travailler hors emploi. Mais nous avons en effet affaire aujourd'hui à un management dans le privé qui a été importé dans le public, sous le nom de nouveau management public, qui, comme vous le disiez, Guillaume Erner, est une conception de l'activité qui est faite par des gens qui sont assez éloignés de l'activité réelle, ce qu'on pourrait appeler du management à distance, avec une méconnaissance assez forte de ce réel d'ailleurs, qui induit que de plus en plus de femmes et d'hommes sont contraints de travailler avec des outils, des procédures, mais aussi des objectifs qui ont été conçus par d'autres et qui orientent leur activité sur des indicateurs. Tout ça avec des dispositifs, on va dire, pseudo-rationnels, c'est-à-dire qui se prétendent rationnels, mais qui, face à la réalité du terrain, sont toujours un peu défaillants. Et tout ça fondé sur un postulat de méfiance, qui accroît le contrôle, en effet, permanent de ces salariés, qui en plus sont mis en concurrence. Concurrence entre structures, concurrence entre pays évidemment, mais aussi concurrence entre les statuts, par exemple fonctionnaires et salariés. Tout ça exerce finalement, on pourrait dire, une menace permanente qui est vous n'aurez plus de crédit si vous n'atteignez pas les indicateurs, les chiffres qu'on vous a donnés. Crédit au sens symbolique de la reconnaissance, mais aussi crédit très, très matériel. Ce qui amène en fait de plus en plus de personnes, que ce soit dans le privé ou dans les services publics, mais la chose est plus peut-être sensible dans les services publics, ce qui induit que de plus en plus les fonctionnaires et les salariés sont amenés à ne travailler que pour les chiffres. On fait des choses pour cocher des cases, on entend ça. Ça change profondément le sens, parce que si on se met à orienter son action pour les évaluateurs, les gestionnaires ou des consommateurs profanes qui vont mettre des étoiles ou pas, consommateurs qui sont parfaitement incompétents pour évaluer ce travail-là et pourtant dressés à le faire, alors on est amené à ne produire que les chiffres, c'est-à-dire à simuler des bons chiffres tout en dissimulant la réalité de l'activité. On peut noter aussi que les changements permanents des structures, des procédures, des normes, des systèmes d'information, changements qui sont liés au fait que tout ça sont des marchés, des marchés du management, rend finalement l'organisation du travail parfois absurde, pénible et inefficace. Le paradoxe, si vous voulez, en termes de sens, c'est que tout ça est fait au nom de la performance et qu'à hauteur d'activité, c'est vu comme absolument contre-productif en termes économiques, mais aussi en termes de qualité. Mais alors justement, vous en pensez quoi, Marianne Dujarrier ? Est-ce que ces méthodes managériales qui visent donc à accroître la productivité, est-ce qu'en réalité, elles diminuent la productivité des personnes ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, il y a une sorte de, on pourrait dire, de guerre civile sur cette notion de productivité, de la même manière que sur celle de qualité. C'est-à-dire, vu des différents acteurs, la notion de productivité ou de qualité n'est pas la même. Vous prenez, je ne sais pas, un travailleur social qui doit recevoir des gens qui sont dans des difficultés multiples, etc. Ça demande un entretien fin, long, pour pouvoir démêler les affaires de cette personne. Évidemment, si l'entretien est long, vu du gestionnaire, vu de haut, l'entretien dure trop longtemps. Mais vous voyez bien que la performance n'est pas la même selon qu'on voit de haut ou qu'on le regarde dans le grain fin de l'activité. Il y a donc, on pourrait dire quand même, un conflit très très fort, très sourd en même temps, parce que ce conflit n'est jamais mis en acte, entre celles et ceux qui conçoivent le travail des autres sans le faire et ceux qui font le travail sans pouvoir le concevoir. Et d'ailleurs, Philippe Diribarne, là aussi, les valeurs, elles ont évolué. Si l'on pense, par exemple, au fait que la consommation est devenue dominante par rapport au labeur, au fait d'être économe, là aussi, pour
un certain nombre d'individus, puisqu'il y a effectivement d'autres personnes qui considèrent que la sobriété est aujourd'hui un devoir. Il y a un sociologue américain, Daniel Bell, qui en a parlé, qui a considéré que le modèle du travailleur ascétique, alors aux États-Unis, c'est par exemple Horacio Alger qui avait écrit au XIXe siècle des ouvrages là-dessus, et bien que ce personnage était passé de mode au profit d'une personne hédoniste qui elle était plutôt versée dans le désir de consommer. Ça aussi, ça a joué en défaveur du travail. Pas vraiment. Je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, le remplacement de la référence au métier par la référence au manager avec l'importation des méthodes américaines, qui sont du reste des méthodes américaines, pas telles qu'elles sont appliquées aux États-Unis, mais réinterprétées, disons, dans le contexte français, avec une espèce de distance entre ceux qui donnent des ordres et ceux qui les appliquent, qu'on n'a pas aux États-Unis. Bon, il y a tout cet aspect-là, je crois, est très important et j'insisterai pas là-dessus. Alors, la façon dont c'est mis en œuvre, disons, dans mon livre, au fond, j'ai 3 héros, les journalistes de Libération, les médecins des hôpitaux au temps du Covid et les pompiers. Au fond, on peut dire que c'est 3 positions sociales vraiment très très différentes. Et on pourrait dire, par exemple, que les journalistes de Libération, on pourrait s'attendre à s'y rendre dans le mode bobo, etc. Et donc se fichant du travail, etc. Or, c'est très frappant. Les bobos ne sont pas considérés comme devant nécessairement mais étant moquer de leur travail. Au-delà, maintenant, etc. Bon, en tout cas, ça, c'est votre représentation, Philippe. Oui, c'est une représentation commune, je dirais. Voilà, c'est pas ma représentation, c'est ce qui est dit, disons, ce qui est dit de ça. Et justement, ça m'a beaucoup frappé, ce cas de Libération. Quand les actionnaires de Libération, qui étaient en situation, disons, financière difficile, ont voulu transformer en Libération en une marque. Une marque, il y a eu un éditorial, disons, des journalistes, disons, ça devient une simple marque. Et le simple, parce que dans le vocabulaire français, simple, c'est quelque chose qui nous ramène à quelque chose de bas. Ils ont dit, mais ça n'est pas notre métier. Notre métier, c'est autre chose. Notre métier, c'est pas de créer un lieu d'événement avec un bar, etc. C'est quelque chose, disons, on veut faire notre métier. Et on veut être mis dans des conditions où on fait notre métier. Et de la même façon, les médecins, au moment du Covid, ont dit « Enfin, nous pouvons faire notre métier, parce que nous sommes libérés des procédures, etc. » Alors, pour les uns, c'était le poids du capitalisme qui les empêchait de faire leur métier. Pour les autres, c'est le poids des procédures et de la bureaucratie qui les empêche de faire leur métier. Pour les pompiers, c'est encore autre chose. C'est le poids de la justice avec les questions de mise en danger de la vie d'autrui, etc., qui les empêchent de faire leur métier. Mais finalement, ce qui unit, disons, tout cet ensemble, c'est de dire, au fond, on veut qu'on nous laisse faire notre métier proprement et de faire un bon travail. Alors, la fascination pour la consommation, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus forte qu'au moment, si vous voulez, où on a découvert, vous vous rappelez Boris Vian, sur la chanson terrible de Boris Vian, sur tous les nouveaux produits auxquels on allait s'attacher. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un certain, et ça a été dit tout à l'heure, sur le fait que l'idée d'une certaine sobriété et reprendre, encore une fois, ne pas perdre sa vie à la gagner, je crois, est quelque chose de très fort. Marianne Dujarrier, qu'est-ce que vous en pensez ? Là aussi, on peut imaginer que le rapport aux objets, à l'argent, à la consommation ne soit pas le même. Je lisais par exemple dans le Financial Times aujourd'hui un article sur le secteur du luxe qui est en excellente santé et qui expliquait que les très riches, contrairement à ce que l'on pensait, travaillaient 6 heures par jour, donc moins que certaines personnes beaucoup moins fortunées, et avaient un rapport à la consommation qui ne peut pas être qualifié de sobre. En effet, là encore, il faut voir au cas par cas, selon les classes sociales en particulier. On ne voit pas un déclin de la consommation au niveau mondial, pas du tout, La consommation est plus que jamais croissante, elle est plus que jamais à la fois matérielle et immatérielle, c'est-à-dire dans la production de biens, mais aussi de services.
et évidemment consomment davantage ceux qui ont plus d'argent. Donc la consommation est évidemment beaucoup plus grande dans les classes les plus dotées économiquement. On ne voit pas de transformation, ne serait-ce qu'à l'échelle française, des modes de consommation vraiment importants. Bon, évidemment, à part un peu de consommation de labels bio et des choses comme ça, mais on n'a pas un mouvement de déconsommation majeur. Il faut se rappeler que les consommateurs ont été construits à la fois par l'État et par les entreprises comme des rois. On entend l'expression de consommateur roi et d'une certaine manière d'avoir été dressé pendant des décennies à être celui ou celle au nom de qui tout justement le travail et l'emploi sont justifiés. Quitter cette place-là peut-être est difficile sur le plan social et psychologique, mais sans doute est-ce que nous serons amenés à le faire pour transformer la dynamique écocide dans laquelle nous sommes actuellement. Un mot de conclusion, Philippe Diribarne? Oui, sur ce plan-là, d'abord, il y a l'évolution des consommations contraintes, les dépenses de logement, etc., qui ont énormément explosé et qui fait que finalement la part de consommation libre. Alors, pour conclure, je dirais que ce qui me frappe, c'est qu'actuellement, il y a quand même énormément dans les entreprises d'idées, il faut renfermer l'entreprise, les entreprises libérées, agiles, etc., etc., et avec le sentiment quand même qu'il faudrait faire quelque chose. Mais un sentiment qui ne s'appuie pas vraiment sur une compréhension de la situation. On est à l'opposé de la médecine, qui dit si on veut bien traiter, on doit vraiment faire des diagnostics, des examens, savoir quel est le problème, etc. Les entreprises actuellement sont, on va essayer, on tâtonne, on va essayer de copier les gens qui se débrouillent bien, etc. Et que à mon avis, si les entreprises ne font pas l'effort de réellement comprendre les gens à qui elles ont affaire, elles n'arriveront pas à grand-chose. Merci Philippe Diribarne. Le grand déclassement, pourquoi les Français n'aiment plus leur travail. C'est votre livre aux éditions Albin Michel. Merci Marianne Dujarier. Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée, c'est aux presses universitaires de France. Dans quelques secondes, le 8h45, le point sur l'actualité. France Culture. L'esprit d'ouverture.